Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ulrich Wigweld, rédacteur en chef, édito. Loin? Près? Depuis toujours, l'Orient européen ne cesse de se jouer de nos références, de nos codes occidentaux pour nous interroger et le plus souvent nous dérouter. Le soleil s'y lève parfois, soulevant des espoirs troublés depuis de longues années déjà par les ombres d'une trop grise actualité. Rudes à la géographie et à l'histoire, les mondes de l'Est ne s'appréhendent pas sans volonté et humilité. C'est une part de cette complexité que nous souhaitons contribuer à éclaircir en lançant Gare de l'Est, une nouvelle collection consacrée à l'actualité et l'analyse de ces espaces. Fédérant spécialistes, acteurs et observateurs d'ici et de là-bas, et prenant volontairement le contre-pied du tout immédiat aujourd'hui dans l'ère du temps, elle fera la part belle aux longues interviews et articles de fond. À l'instar des initiatives prises précédemment par le collectif à l'origine de ce projet, cette collection se veut une passerelle de plus, modeste mais néanmoins réelle, entre les Europes. Puisse-t-elle trouver sa place? À vous d'en décider. Le grand témoin. Vera Weick-Freiberga a été présidente de la Lettonie de 1999 à 2007. Née à Riga, Vera Weick-Freiberga subit dès son enfance les affres que connaît alors son pays et qui contraignent ses parents à l'exil dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Installée d'abord au Maroc avec sa famille, elle gagne en 1954 le Canada. Elle y mène une carrière scientifique de haut niveau, notamment dans le domaine de la psycholinguistique, avant de retourner en Lettonie dans les années 1990. Elle en devient chef de l'État en 1999, et bénéficie tout au long de son mandat de très flatteurs taux de popularité. En décembre 2007, elle est nommée vice-présidente du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe 2020 à 2030, et en 2009 est candidate à la présidence du Conseil européen. Madame Weick-Freiberga livre ici son regard sur la Russie, pays avec lequel la Lettonie voisine parfois difficilement. Elle analyse les obstacles et les lourdeurs du passé qui y entravent la construction d'un véritable état de droit. GDE. Quelle est selon vous la principale entrave au développement démocratique de la Russie? WWF. Le problème fondamental de la Russie est qu'elle n'a jamais connu la démocratie. Il n'y a pas de tradition ni de compréhension de ce que cela veut dire au juste. Cela s'explique notamment par le fait qu'il y a eu, à partir de la révolution de 1917, une propagande professionnelle, accompagnée de répressions suffisamment sanguinaires pour inculquer aux Russes l'idée qu'il n'existe qu'une seule idéologie correcte et que l'instrument d'exécution de cette idéologie c'est le Parti communiste, la population n'ayant pour sa part qu'à obéir et tout accepter. La soumission passive a été imposée durant des décennies à coups de matraque, de torture, d'exécution et de déportation de masse. Ce ne sont pas seulement les ennemis du régime, réels, potentiels ou imaginaires, qui étaient ciblés. Des dizaines de milliers de communistes dévots se sont aussi pris des balles dans la nuque. Même la fidélité idéologique la plus servile n'offrait aucune protection à l'individu. Staline a instauré l'incertitude totale et la terreur, dans le sens le plus littéral du mot. C'était là son credo et la base de son pouvoir absolu. Personne ne devait se sentir en sécurité, même pas sa famille, même pas ses plus proches et fidèles. Il le rappelait régulièrement. Des décennies de ce genre de contrôle absolu laissent des traces dans la mentalité de la population, même si la rigueur des sévices a diminué après la mort de Staline. Le résultat, c'est qu'en 1991, quand le système s'est finalement écroulé, la population s'est retrouvée, du fait de son inexpérience, sans savoir quoi faire de sa liberté toute neuve. Les traces de cette histoire particulièrement violente sur le système politique russe sont-elles encore largement prégnantes? Le système demeure extrêmement dangereux pour ceux qui se mettent en travers du pouvoir politique ou économique. Le système actuel est certes beaucoup moins arbitraire et moins dramatiquement répressif pour la majorité de la population. Le peuple a acquis le droit de voyager à l'étranger par exemple, entre autres fruits auparavant défendus. Néanmoins, le système demeure extrêmement dangereux pour ceux qui se mettent en travers du pouvoir politique ou économique, comme on le voit avec les meurtres réguliers de journalistes, d'avocats ou d'activistes défenseurs des droits de l'homme. Le pouvoir n'attaque plus la population entière,
mais se concentre sur ceux qui s'opposent trop activement au contrôle politique du Kremlin, ou ceux qui surestiment leur pouvoir économique, comme Khodorkovsky. Le message demeure clair: il vaut mieux rester à sa place, être conscient des lignes rouges que le pouvoir impose et les respecter scrupuleusement. Tant que le citoyen reste tranquille et qu'il n'a pas le malheur de croiser la route de quelqu'un d'important avec des revendications quelconques, il peut se sentir en relative sécurité, ce qui est une amélioration par rapport à l'époque précédente. Mais l'activisme trop visible n'est toujours pas encouragé, ce qui brime le développement de la société civile. De plus, à tous les niveaux de la verticale du pouvoir, les traditions d'arbitraire et d'extorsion semblent être bien résistantes au changement. Il est frappant de voir la différence entre le degré de démocratisation de la société russe durant les 20 dernières années et celui des pays baltes durant la même période. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont connu 20 années d'indépendance entre les deux guerres, qui ont laissé des traces profondes dans la mentalité de leur population, surtout un sentiment d'opposition interne au régime soviétique. Dès qu'ils ont recouvré leur indépendance, leur désir le plus vif était de trancher avec le passé des 50 dernières années, et ceci aussi rapidement que possible. Ces peuples voulaient regagner leur place au sein d'une Europe démocratique et se transformer en conséquence, même si cela devait entraîner un coût social non négligeable. En Russie par contre, nombre de gens déplorent toujours la chute de l'URSS, à commencer par le président qui la considère comme la plus grande tragédie du XXe siècle. Malgré les permanences que vous soulignez dans le système politique russe, l'effondrement du système économique soviétique a bien entraîné des bouleversements sociologiques de premier ordre en Russie. L'ancien système économique, malgré ses nombreuses faiblesses et la piètre qualité de vie qu'il offrait, créait quand même une certaine stabilité, un équilibre social qui reposait sur l'illusion d'une justice sociale, même si ce n'était pas une réalité. Je ne possède pas grand-chose, mais au moins mon voisin non plus. Aimait-on dire pour se consoler sans trop songer aux privilèges importants de la nomenclatura. La transition économique vers un système de marché libre a été brutale, avec une paupérisation dramatique de ceux qui jusque-là jouissaient d'une relative aisance et de prestige, notamment les artistes, les intellectuels et certains professionnels. La privatisation effrénée des ressources de l'État, largement appuyée par tout un essaim d'experts internationaux et de dirigeants politiques occidentaux, convaincus que privatisation et démocratie allaient automatiquement de pair, a eu des conséquences fâcheuses qu'on n'avait pas du tout envisagées. Résultat, on a tout démantelé et privatisé à une telle vitesse que certaines couches de la nomenclatura au pouvoir à l'époque communiste ont pu mener le jeu et s'accaparer le nouveau pouvoir ainsi qu'une partie importante des biens publics. Il s'agissait simplement d'être au bon endroit au bon moment, et d'avoir quelques amis doués pour apprendre en peu de temps les pires pratiques du capitalisme sauvage, y compris la manipulation des offshore comme un nouveau jeu de poupées russe. Les ressources de l'État russe ont été largement pillées, surtout ses ressources naturelles, qui sont tout simplement énormes. On a ainsi vu la création en un temps record d'une caste de nouveaux riches devenus milliardaires du jour au lendemain, parfois grâce à un simple trait de plume sur un papier. Il n'y avait jamais eu encore dans l'histoire, même lors des pires excès du capitalisme des robber barons du XIXe siècle aux États-Unis, une telle concentration et une telle captation de ressources. Par ailleurs, l'affaiblissement des structures de sécurité interne a entraîné une imbrication du pouvoir, de l'argent et des structures pseudo-mafieuses, voire franchement mafieuses, et une grave corruption d'institutions telles la police, la procurature et l'appareil judiciaire. Corruption qu'il demeure difficile de combattre jusqu'à nos jours. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation économique russe ? En Russie, dans les régions éloignées du centre, la situation n'a pas évolué depuis des décennies. Le pays a profité de l'énorme montée des prix du pétrole et du gaz naturel, qui a compensé l'écroulement catastrophique du système économique centralisé qui avait été en place durant des décennies. Cependant, la corne d'abondance que sont devenues les ressources en énergie fossile a permis à la Russie de survivre sans s'engager suffisamment dans les réformes structurelles dont elle aurait tant besoin. Le pays a indiqué à plusieurs reprises être sur le point d'amorcer des réformes profondes, que ce soit via des projets de modernisation industrielle annoncés par le président Medvedev ou de modernisation de l'armée annoncés par le président Poutine,
mais il semble que l'exécution en demeure inégale. Entre-temps, les ressources minières, pétrolifères et en gaz naturel continuent à nourrir l'économie et suffisent à maintenir les indicateurs macroéconomiques et le produit national brut. Cette situation n'incite pas vraiment à investir plus d'efforts dans la diversification de l'économie. Elle crée de surcroît une fragilité dangereuse au vu des perturbations possibles dans l'équilibre mondial de l'offre et de la demande dans le secteur énergétique. Un autre aspect de la situation économique de la Russie est lié au fossé qui s'y est creusé entre les très riches et les très pauvres. Même si un tel fossé existe aussi dans bien des pays démocratiques, en Russie les chiffres, même s'il faut toujours s'en méfier là-bas, sont dramatiques sur ce point. De plus, les rapports qu'en font les gens qui voyagent dans les coins reculés du pays corroborent ce point. Dans les régions éloignées du centre, la situation n'a pas évolué depuis des décennies. Aucune preuve d'investissement dans les écoles, les routes, les hôpitaux. Les services publics sont dans un état de délabrement déplorable, alors que l'État central continue à tirer profit des ressources naturelles de ces régions. Un des drames de l'économie russe contemporaine, c'est aussi le fait que le citoyen qui monte son petit business et crée des emplois ne peut toujours pas être en sécurité, même s'il paie ses impôts et qu'il respecte la loi. À n'importe quel moment on peut l'arrêter sur la route et lui demander un bakchich pour le laisser passer. L'inspecteur de la sécurité contre les incendies peut lui demander 500 roubles pour mettre un tampon sur un permis ou un certificat. Cela finit par devenir une entrave à la libre entreprise, quand ce genre de coutume devient la règle plutôt que l'exception, et ceci à tous les niveaux d'une bureaucratie encore passablement byzantine dans sa lourdeur et sa complexité. Il est vrai qu'on retrouve des problèmes analogues dans tous les pays post-communistes, mais à des degrés moindres. La différence entre les pays qui ont réussi, au prix de grands efforts, à rejoindre l'Union européenne, et ceux qui sont restés en dehors, tient en bonne partie à leur volonté de lutter contre ce fléau social. Sans des efforts conscients, la force d'inertie de la nature humaine peut maintenir très longtemps des habitudes inappropriées. Les pays qui ont adhéré à l'UE ont été scrutés à la loupe durant tout le processus d'adhésion, sous la menace constante d'une non-adhésion si les réformes et changements nécessaires n'étaient pas effectués. La Russie n'a pas été soumise à cette pression extérieure et procède au changement à son propre rythme. Le changement, les réformes devraient passer par l'émergence d'une véritable opposition politique, mais la situation actuelle n'inspire guère à l'optimisme dans ce domaine. Une société post-totalitaire a du mal à inculquer une conscience politique à ses citoyens, désorientés par un système à partis multiples. Le pouvoir en place a tout fait pour qu'une véritable opposition ne puisse pas se développer. Quant à celle qui est descendue dans les rues ces derniers temps, elle comprenait un nombre remarquable de marcheurs arborant des drapeaux rouges. Au lieu d'une évolution vers la démocratie, il marque un retour en arrière, une triste nostalgie pour un système dépassé plus autoritaire encore et qui a déjà conduit à une faillite spectaculaire. Comme partout, il existe bien en Russie un mécontentement envers le système actuel, mais au lieu qu'il se manifeste par une opposition démocratique qui présenterait des propositions d'alternatives nouvelles et constructives, on cultive la nostalgie d'un passé idéalisé, basé sur une glorification quasi-religieuse de l'URSS en tant que puissance mondiale dont tout le monde avait peur. Une société post-totalitaire a du mal à inculquer une conscience politique à ses citoyens, désorientés qu'ils sont par un système à partis multiples. En Lettonie, par exemple, en dépit des activités soutenues d'organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux, le degré de confiance des citoyens envers les partis politiques demeure très bas, comparé à la confiance qu'ils accordent à la radio, à la télévision ou à l'Église. Les gens sont déçus par ce qu'ils perçoivent comme des querelles de clochers entre les partis, et par leur défense de leurs propres intérêts partisans, plutôt que leur capacité à songer aux intérêts nationaux dans le sens large du terme. En Russie, les processus politiques sont largement contrôlés et orchestrés par le pouvoir en place, qui utilise toutes les ressources administratives à sa disposition pour maintenir le statu quo. L'État encourage la passivité de l'individu en disant « Ne te fatigue pas mon gars, l'État prend soin de toi, reste bien sage, l'État s'occupera de tout ». L'État utilise son contrôle des médias pour rappeler sans cesse tous les bienfaits qu'il fait pleuvoir sur la population,
à l'instar d'un Père Noël qui distribuerait des cadeaux aux enfants sages. Le citoyen n'est même pas conscient dans ces conditions que les supposés cadeaux qu'il reçoit sont payés par une redistribution des impôts qu'il a lui-même versés. La démocratie est en fait un système passablement complexe, loin de la perfection dans ses formes actuelles, et qui nécessite une vigilance constante et une assumption de responsabilité collective de la part de tous les citoyens. Elle repose aussi sur une population bien éduquée et engagée, capable de prendre des décisions éclairées sur la base d'informations non biaisées qui seraient à sa disposition. La démocratie exige des efforts certains de la part du citoyen, tandis que les systèmes autoritaires lui offrent le luxe d'éviter cette charge de responsabilité onéreuse. Et les récentes lois sur les organisations non gouvernementales ne vont pas arranger la donne. En effet, selon ces lois promulguées par M. Poutine, toutes les organisations non gouvernementales financées de l'extérieur doivent d'abord être enregistrées officiellement, deviennent suspectes d'être des agents de l'étranger potentiellement sujettes à des peines négligeables. Les bureaux de l'USAID étaient les premiers à être fermés. En éliminant ou réduisant tout ce secteur, l'évolution de la société civile, avec son potentiel de critique du régime, va être sérieusement freinée. Au Bélarus, c'est la même chose. Là encore, l'emprisonnement et la maltraitance de membres de l'opposition ou de dirigeants d'organisations non gouvernementales, l'interdiction qui leur est faite de recevoir des fonds de l'étranger, les peines de prison sévères pour la simple possession d'un ordinateur reçu en donation, ce sont là des instruments simples mais terriblement efficaces pour empêcher une évolution vers la démocratie. Le contrôle absolu des médias assure un culte de la personnalité du président et une propagande de louange du système qui écarte toute possibilité d'évaluation critique. Ne pensez-vous pas que la rigidité du gouvernement russe se soit encore davantage renforcée à la suite des révolutions de couleur qui ont secoué la zone post-soviétique, au milieu des années 2000 ? Effectivement, la crainte des Russes face à ces événements s'est manifestée par des réactions furibondes de la part des grands dirigeants, avec des dénonciations cinglantes de ce type de soulèvement populaire. Le gouvernement russe a d'ailleurs réitéré à maintes reprises sa résolution de ne jamais permettre l'équivalent d'une quelconque révolution de couleur sur son territoire. Il faut d'ailleurs reconnaître que la population russe partage dans sa grande majorité l'opinion selon laquelle il leur faut ce qu'ils appellent une main forte pour les guider. Après l'autoritarisme tsariste, l'anti-individualisme du communisme s'est implanté d'une façon tellement profonde dans l'esprit populaire que les gens ont fini par croire qu'ils sont effectivement incapables de se gouverner eux-mêmes. C'est le syndrome de Stockholm en quelque sorte. Un captif tenu en otage finit par adopter le point de vue de ses geôliers et perd tout sens d'une identité propre. C'est peut-être là le méfait le plus néfaste des systèmes autoritaires. Une infantilisation de la population qui les empêche de devenir des adultes bien conscients de leurs possibilités de choix et de leurs responsabilités civiles. Évoquons le cas de l'Ukraine. Aviez-vous anticipé que les espoirs soulevés par la Révolution orange pourraient déboucher quelques années plus tard sur un tel constat d'échec ? Hélas non. Je partageais en toute confiance la vague d'espoir que j'ai vue déferler sur la place du Maïdan à Kiev. Pourtant, les signes évidents des divisions profondes du pays étaient visibles dès l'inauguration du président Yushchenko, quand toute la partie gauche de l'hémicycle de la Rada est restée démonstrativement assise tandis que le reste de l'Assemblée se levait. Pendant qu'une grande partie du peuple célébrait la victoire durement gagnée, les perdants aux élections ont pris leur perte de très mauvaise grâce. La démographie de l'Ukraine est très divisée entre l'Est et l'Ouest, ce qui permet à la Russie d'appuyer et d'attiser les revendications des régions plus russophones. Outre la démographie, cette division se retrouve également au niveau des infrastructures, davantage industrielles à l'Est alors que l'Ouest est plus agricole. Il y a donc des causes structurelles aux dissensions internes très graves, auxquelles s'ajoute la responsabilité particulière des dirigeants politiques de la Révolution orange, qui n'ont pas su se trouver un langage commun et accepter des compromis pour partager le pouvoir. Les dissensions entre le président Yushchenko et la première ministre, Madame Tymoshenko, ont fait que bien des réformes considérées comme nécessaires n'ont finalement pas eu lieu et que l'opposition a fini par gagner aux élections suivantes. Il faut dire que le jeu politique en Ukraine est très dur.
Monsieur Yushchenko avait été empoisonné et défiguré avant même qu'il ne commence sa première campagne présidentielle. Madame Timochenko est en prison pour longtemps et sa santé est compromise. Le président actuel ne cache pas ses sympathies pour la Russie et sa tiédeur envers l'UE. Des forces véritablement démocratiques existent bien en Ukraine, mais elles auront du mal à s'imposer. Au-delà des révolutions de couleur, la Russie peine à normaliser son voisinage avec les ex-républiques soviétiques. Le lourd passé qui marque ces relations semble compliqué à dépasser. La Russie a laissé des œufs de coucou dans presque tous les pays de son ancien pré-carré. La Russie a laissé des œufs de coucou dans presque tous les pays de son ancien pré-carré, œufs de coucou qui sont autant de sources de conflits et de zizanie possibles. En Moldavie, c'est la Transnistrie, en Géorgie, c'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est le territoire disputé du Nagorno-Karabakh, en Ukraine, ce sont les revendications sécessionnistes de la population russophone à l'Est. N'oubliez pas qu'au sein de l'URSS, pour paraphraser George Orwell, tous les peuples étaient censés être égaux, mais certains étaient plus égaux que les autres. En l'occurrence les Russes. C'était à toutes fins utiles, la race maîtresse officielle, avec ses privilèges indéniables. La chute de l'URSS en tant que puissance mondiale a été une humiliation et un véritable traumatisme pour eux. Pour retrouver et se reconstruire une fierté nationale plus saine, Dieu sait s'il ne leur manquait pas d'atouts parfaitement légitimes, à commencer par la richesse de leur culture. Au lieu de cela, ils ont choisi de se sentir lésés et offensés par tous ces peuples autrefois conquis, qui ont quitté l'ancienne Union pour recouvrer leur indépendance et leur souveraineté. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'héritage de la propagande stalinienne liée à la Seconde Guerre mondiale. Staline expliquait l'ampleur des inexcusables pertes humaines qu'il a causées par son action délibérée et cynique envers ses propres soldats, en insistant sur leur rôle en tant que saints martyrs, et en glorifiant l'héroïsme exceptionnel et les énormes sacrifices du peuple russe pour anéantir le nazisme. La Grande Guerre patriotique est donc devenue la principale source de fierté nationale, et la participation à la victoire sur le nazisme, l'excuse incontournable pour les pires excès du stalinisme, qui le plaçait automatiquement au-dessus de toute critique possible. L'héroïsation de la Seconde Guerre mondiale a été retenue comme la fondation même de l'identité de la nation par les régimes des présidents Poutine, Medvedev et Poutine II, car elle offrait un antidote déjà éprouvé à des sentiments d'échec et de perte d'influence. La chose n'est pas unique en son genre, car bien des Français rêvent encore de la grandeur de la France, ou des Britanniques n'arrivent pas à oublier leur empire colonial et leur influence en tant que puissance mondiale. Les complexes d'infériorité causés par une perte de grandeur ont hélas des conséquences pour la politique extérieure de la Russie. Figés dans une rhétorique vétuste qui les aide à sauver la face, les Russes n'arrivent pas à accepter que, par exemple, les pays baltes, loin d'être reconnaissants pour leur demi-siècle d'occupation militaire, considèrent cette période comme l'une des plus tristes de leur histoire. L'attitude russe est généralement plus conciliante envers les États d'Asie centrale ou ceux du Caucase, mais n'oublions pas le cas de la Géorgie, à des degrés variables, en fonction des contingences géostratégiques et des liens économiques qui les unissent à Moscou. Si vous examinez la relation des pays baltes avec la Russie, c'est comme un oscilloscope qui enregistre les tremblements de terre au Chili. À certains signes de normalisation et de relations plus cordiales suivent toujours des à-coups. Nous venons ainsi d'avoir en Lettonie un nouveau petit scandale lorsque l'ambassadeur de Russie, lors d'un grand gala organisé à l'occasion de son anniversaire, a critiqué, en présence de nombreux dignitaires locaux, la relation entre nos deux pays, dénonçant les soi-disant mauvaises conditions de vie des Russes habitant en Lettonie, mais surtout s'offensant, en ce début du XXIe siècle, de la lecture différente que font les Lettons des événements historiques du XXe siècle. Il est fort probable que dans 6 mois, il y aura un certain dégel, puis cela recommencera. Il est étonnant de constater à quel point il y a une cyclicité quasi mécanique dans tout cela. Tantôt c'est la Lettonie qui est dans le viseur, tantôt c'est le tour de l'Estonie et puis de la Lituanie. Il y a 21 ans que cela dure et leur conception d'un dialogue possible exige que nous commencions par adopter intégralement la rhétorique russe. Périodiquement, les Russes accusent aussi les grands pays de l'Ouest de reprendre une rhétorique de guerre froide,
ce qui est toujours un signe avant-coureur d'un durcissement dans leur politique externe. Si l'on analyse d'une façon systématique leurs discours, le vocabulaire choisi et la charge émotive des mots employés, comme on le fait en psycholinguistique, c'est tout le contraire qu'on constate. La rhétorique de la guerre froide, c'est eux qui la ressuscitent. J'ai d'ailleurs été étonné de constater à quel point M. Poutine a repris cette rhétorique, alors que M. Obama et Mme Clinton s'étaient pliés en quatre pour proposer un reset de la relation américano-russe. Au final, il est arrivé aux Américains avec les Russes ce qui nous arrive depuis 21 ans. On fait des efforts, on espère que cela va mieux marcher, et puis finalement on repart à zéro. Le Bélarus est un cas à part. M. Loukachenko est arrivé au pouvoir comme un réformateur anticorruption, et ce qui l'y maintient, c'est en large partie le deal qu'il a passé avec la Russie pour recevoir le gaz à un prix remarquablement bas, en plus de sa poigne de fer pour contrôler la population. Ces liens étroits avec la Russie font que les mesures prises contre son régime par l'Europe semblent plutôt asymétriques, vu les similarités frappantes entre les deux régimes. Il est certain que les sanctions imposées par l'UE n'ont vraiment pas eu d'effet visible sur la politique de ce pays. À leur place, je privilégierais plutôt un renforcement des efforts pour atteindre la population, avec des médias indépendants du régime et des programmes de bourses d'études dans l'UE, afin d'accueillir davantage d'artistes, d'étudiants, d'intellectuels, qui seront peut-être un jour les nouveaux dirigeants du pays. Lors de votre présidence, de quelle façon se sont déroulés vos voyages en Russie ? Il nous reste encore du chemin à parcourir pour effacer toutes les traces psychologiques laissées par des décennies de soviétisme. C'est une histoire assez compliquée, car chaque occasion était différente. Un seul exemple concret. Au tout début de ma présidence, j'avais reçu une invitation à participer en tant qu'intervenant à un congrès des pays nordiques et du cercle polaire dans une ville du nord-ouest de la Russie. J'ai reçu une invitation de la part du groupe organisateur, qui était international, ainsi qu'une invitation officielle de la part du gouverneur de cette région. Or, le ministère des Affaires étrangères de Russie a refusé de me délivrer un visa en tant que présidente de Lettonie et membre de ce groupe. Leur explication était que seul le ministère était autorisé à inviter des participants étrangers, et visiblement ils n'étaient pas d'humeur à le faire dans mon cas. Les autres participants invités n'ont eu aucun problème avec leur visa. Le président islandais, M. Grimson, qui présidait aussi l'organisation en question, en vrai défenseur des demoiselles en détresse, n'a rien voulu faire pour intervenir en ma faveur. Au contraire, il m'a prié instamment de ne souffler mot de la chose à personne, pour ne pas créer de scandale ni gêner le bon déroulement d'un événement qui lui tenait à cœur. J'ai tout de même effectué plusieurs voyages en Russie durant ma présidence, mais toujours en compagnie d'autres dirigeants de l'UE et jamais dans le cadre de nos relations bilatérales. Pour conclure, diriez-vous que les scories du soviétisme ne sont pas prêtes de disparaître complètement ? Au début de notre indépendance, on citait l'Ancien Testament en disant que si Moïse avait passé 40 ans dans le désert avec son peuple, ce n'était pas en raison de la distance, relativement courte, entre l'Égypte et la terre promise, mais dans le but d'attendre que la génération qui avait grandi sous l'esclavage en Égypte ait cédé sa place à une autre qui, ne l'ayant pas connue, serait prête à devenir un peuple autonome en mesure de s'administrer lui-même. Je me rappelle que beaucoup de gens décriaient cette comparaison, disant que 40 ans c'était beaucoup trop long, et que nous allions sûrement faire mieux que cela. Effectivement, avec toutes les accélérations que nous avons entreprises, cela nous a pris seulement 13 ans pour rejoindre l'Union européenne. Mais 21 ans après l'indépendance retrouvée, il faut avouer qu'il nous reste encore du chemin à parcourir pour effacer toutes les traces psychologiques laissées par les décennies de soviétisme. En ce qui concerne la Russie, je ne sais pas si même les 40 années entières seront suffisantes. En tant que présidente de la Lettonie, j'ai toujours insisté pour rappeler aux gens qu'ils sont tous co-responsables de tout ce qui se passe dans le pays. C'est bien trop simpliste de tout rejeter sur les dirigeants, de dénoncer la classe politique, tout en disant « Moi je m'en lave les mains, je ne veux rien savoir ». Parfois même des gens me disaient « Nous aurions peut-être besoin d'une main forte, nous aussi », plutôt que d'admettre que c'est eux-mêmes qui devaient plus activement prendre les choses en main. Alors là vraiment, cela me fâchait. C'est démodé, c'est dépassé et c'est infantile. Tous les enfants grandissent un jour.
Les nations devraient savoir le faire aussi. Pour aller plus loin. Nadia Witold-Dixon, Le parcours d'une vie, Vera Wijk-Freiberga, présidente de Lettonie. L'Archange Minotaure 2006. Balkans. 6 mois dans les Balkans. La Croatie aux portes de l'UE. La Croatie deviendra en juillet le 28e membre de l'Union européenne et aura, à ce titre, la responsabilité d'assurer le contrôle de sa frontière avec des pays non membres. Un défi particulier compte tenu de la géographie politique particulière de la région, avec notamment le cas de Dubrovnik, une ville séparée du reste du pays par un corridor terrestre appartenant à la Bosnie. Certains secteurs s'inquiètent de la prochaine adhésion de la Croatie, notamment celui du tourisme. En effet, le pays a constaté ces dernières années un afflux de touristes en provenance de Turquie, d'Ukraine et de Russie. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, il leur faudra, à partir de juillet, disposer d'un visa, une formalité parfois fastidieuse qui pourrait décourager certains voyageurs. En récession depuis ces 5 dernières années et avec un taux de chômage proche de 20%, certains Croates s'inquiètent également de devoir se plier à de nouveaux ajustements budgétaires dans le cadre de l'adhésion. Droits de l'homme, Human Rights Watch met une mauvaise note aux Balkans. Les Balkans ne protègent pas suffisamment les droits de l'homme. C'est ce qu'a conclu dans son rapport annuel paru en janvier 2013 l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. L'ONG pointe ainsi les discriminations auxquelles font face certaines communautés comme les Roms ou les homosexuels, encore fortement discriminés dans plusieurs pays de la région. En Bosnie-Herzégovine, la discrimination à l'encontre des Roms mais aussi des Juifs est même constitutionnalisée, les membres de ces communautés n'ayant pas le droit d'accéder aux plus hautes charges politiques, et ce malgré les avertissements en garde de la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté de la presse et des médias demeure aussi un point faible dans cette région, où certains journalistes sont fréquemment menacés ou sujets à des harcèlements. L'organisation note toutefois un progrès dans certains domaines, comme l'avancée de la justice dans certains cas de crimes de guerre. Mladic, le boucher des Balkans, dernier inculpé au TPIY. Accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, Ratko Mladic devrait être jugé en juillet 2016. Surnommé le boucher des Balkans, cet ancien chef militaire des Serbes de Bosnie sera le dernier homme à être jugé par le tribunal pénal de international pour l'ex-Yougoslavie, marquant ainsi sa fermeture, selon le dernier rapport du président du tribunal, Théodore Meron en date de décembre 2012. Son procès, qui a débuté le 11 mai 2012, a déjà été retardé à plusieurs reprises, principalement du fait de l'état de santé de l'inculpé. La principale accusation pesant sur Mladic concerne le génocide de Srebrenica de 1995, où 8000 hommes et jeunes garçons musulmans avaient été exécutés. En décembre dernier, Zdravko Tolimir, l'ancien bras droit de Mladic, avait été reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à perpétuité. Inamovible Milo Djukanovic. Suite aux élections législatives du 4 décembre 2012, Milo Djukanovic, leader de l'Union démocratique des socialistes, DPS, est redevenu Premier ministre du Monténégro. Le leader de l'Union démocratique des socialistes, DPS, est un habitué des plus hautes fonctions. Il occupe ainsi le poste de chef du gouvernement pour la 7e fois, et a aussi exercé par le passé la fonction de président. Il aura à gérer une situation économique compliquée. Les importations pèsent de plus en plus lourd dans la balance commerciale, et les investissements étrangers se font plus timides. Les quelques 680 000 habitants que compte le pays, dont le salaire moyen s'élève autour de 450 €, ont vu ces derniers temps leur pouvoir d'achat diminuer de façon inquiétante. Des milliers de Bosniens pleurent Tito. Jablanica, ville du sud de la Bosnie, a vu se rassembler, ce 11 mai, plusieurs milliers de personnes venues commémorer une bataille de la Seconde Guerre mondiale mais également pleurer leur ancienne patrie, la Yougoslavie, disparue avec fracas au début des années 1990. En 1943, Tito, alors leader des partisans yougoslaves, mena à cet endroit une bataille restée célèbre qui opposa ses troupes à des divisions allemandes et italiennes.
La bataille sur la Neretva a été portée à l'écran à la fin des années 1960 par le réalisateur yougoslave Veljko Bulajic, avec la participation de plusieurs vedettes du cinéma américain dont Orson Welles et Yul Brynner. La Serbie renforce sa coopération militaire avec Moscou. La Serbie s'est vue accorder le 11 avril le statut d'observateur dans l'Organisation de Traité de Sécurité Collective, OTSC, une structure fondée en 1992 qui rassemble 6 pays de l'ex-URSS, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Arménie et Bélarus, et est largement dominée par Moscou. Selon le secrétaire général de l'organisation, Nikolai Bordiouja, il s'agit là d'un événement international de premier plan, permettant l'établissement de contacts en dehors de l'espace post-soviétique. À l'occasion d'une réunion de l'OTSC à Moscou fin mai, le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Shoïgu, a déclaré, suite à une rencontre avec son homologue serbe Aleksandar Vučić, qu'un accord de coopération militaire et technique pourrait être signé dès le mois d'octobre de cette année entre les deux pays. Cet accord couvrirait l'acquisition de matériel militaire russe par la Serbie et la formation d'officiers. De nombreux experts estiment néanmoins que ce rapprochement pourrait être beaucoup plus ambitieux à terme, voire même aboutir au déploiement d'une présence militaire en Serbie. L'Albanie 100 ans d'indépendance. Safet Kriemadi est politologue et publie régulièrement dans la presse belge et française des articles sur la géopolitique, les Balkans, les faits de société et l'actualité littéraire. Il est notamment spécialiste de l'Albanie. L'Albanie a fêté son centenaire dans la liesse, mais les célébrations n'ont reçu que très peu d'écho hors du monde albanophone. Safet Kriemadi revient sur ces 100 ans qui marquent une histoire tourmentée et évoque les enjeux de ces célébrations. GDE, il y a 100 ans, le 28 novembre 2012, le drapeau albanais était hissé à Vlorë, marquant ainsi la fin de la domination ottomane. Ce processus d'indépendance était-il depuis longtemps en gestation ? L'Albanie actuelle couvre moins de la moitié du territoire des 4 provinces ottomanes, qui étaient peuplées d'Albanais. SK, le processus, ancien, est aiguillonné par la menace et la pression qu'exercent les voisins indépendants de l'Albanie. La dynamique se précipite au début du XXe siècle sous l'influence de plusieurs facteurs. L'émergence du mouvement jeune turc qui veut réformer l'Empire ottoman, en créant une nationalité turque commune à tous les sujets du sultan et en réduisant les particularismes nationaux. Les insurrections albanaises permanentes au cours desquelles la population se rallie à l'objectif de l'indépendance, contre celui d'une large autonomie dans un cadre impérial rénové et maintenu. La guerre menée par la Ligue balkanique en octobre 1912 pour rejeter la puissance ottomane hors des territoires résiduels qu'elle occupe dans les Balkans, c'est-à-dire essentiellement les 4 vilayets peuplés majoritairement d'Albanais et le nord de la Grèce avec Salonique. Face aux ambitions de ses voisins, les Albanais signifient que le territoire revendiqué est celui d'une nation homogène, quelles que soient les confessions religieuses de la population. C'est ce que symbolise la levée du drapeau de Skanderbeg, le héros de la résistance à la conquête ottomane au XVe siècle, le 28 novembre 1912 à Vlorë. Au cours des jours précédents, la plupart des villes d'Albanie arborent d'ailleurs le drapeau à l'aigle bicéphale. Comme un prélude à la tenue de l'Assemblée de Vlorë, présidée par Ismail Kemal, dont la 40aine de délégués, représentant toutes les régions de l'Albanie, signeront la déclaration d'indépendance. Le message est simple, l'Albanie est peuplée d'Albanais. Les Ottomans sont partis, un peuple est désormais libre de se constituer en État-nation. Cette indépendance s'est faite au forceps. Un peuple très ancien s'affirme tardivement comme nation. Mais cette nation se heurte aux plus grandes difficultés. Environnement régional hostile, arriération économique, élite culturelle réduite. Pour rappel, la première école en langue albanaise est ouverte à Korçë le 7 mars 1887, désormais fêtée comme journée des enseignants, tandis que l'alphabet latin est adopté au congrès de Monastir en 1908. L'indépendance dont on parle et dont on célèbre le centenaire ne se fait pas dans les frontières que l'on connaît actuellement. Lorsque les frontières de l'Albanie, et donc son indépendance, sont reconnues lors de la conférence de Londres en août 1913, la moitié de la population albanaise vit en dehors des frontières. La question du Kosovo trouve là son origine.
L'Albanie actuelle couvre moins de la moitié du territoire des 4 provinces ottomanes qui étaient peuplées d'Albanais, vilayets de Shkodër, de Kosovo, de Monastir et de Janina. Les frontières de 1913 créent une coupure politique dans l'ère de peuplement albanaise. Tandis qu'une partie de la nation fait l'apprentissage difficile de l'indépendance et prend en main son destin, une autre est opprimée par des États hostiles à l'albanité. Comment se passe le processus de mise en place des institutions de l'État ? La tentative des puissances de doter l'Albanie d'un souverain, le prince Guillaume de Witte, tournera court. Incapable d'imposer son autorité, celui-ci renonce à sa charge au bout de 6 mois de règne, septembre 1914. La configuration géopolitique des Balkans fait que l'Albanie est directement soumise au jeu des influences internationales. Il y a la Serbie, enclavée, qui veut obtenir un accès maritime. La Grèce galvanisée par la mégalie-idéa, la grande idée de plus grande extension territoriale, et qui veut partager l'Albanie avec la Serbie. La rivière Shkumbin marquant la frontière. L'Italie qui cherche à verrouiller l'accès à l'Adriatique et donc contrôler la côte albanaise. Enfin, l'Autriche-Hongrie qui instrumentalise les différends pour renforcer sa présence dans la région. L'Albanie est fragile et ne peut faire autrement que naviguer entre les écueils pour simplement survivre, à défaut de pouvoir bâtir un État. Malheur supplémentaire, l'Europe entre dans la Première Guerre mondiale. L'étincelle en est un incident éminemment balkanique. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo, par des nationalistes serbes. Champ de bataille, l'Albanie est parcourue et dévastée par les armées en campagne. La retraite des soldats serbes en déroute jusqu'à Durrës est un épisode inscrit dans la mémoire de cette époque. L'Albanie menace à nouveau de disparaître. C'est l'application des principes énoncés par le président américain Woodrow Wilson en janvier 1918, 14 points, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté et la paix qui permet de desserrer l'étau sur l'Albanie. Le congrès de Lechnie en 1920 obtient le retrait des troupes d'occupation et la restauration de l'intégrité territoriale du pays, tandis que la Société des Nations, SDN, reconnaît la souveraineté de l'Albanie. L'adhésion à la SDN permet d'ancrer vraiment l'Albanie dans le concert des États européens. Quel visage l'Albanie présente-t-elle à ceux qui la visitent au moment de son indépendance ? Une Europe antique avec des mœurs et des coutumes dignes des temps HOMERIQUES. Le voyage en Albanie, pour la plupart de ceux qui la découvrent, c'est un peu un voyage dans le temps. Ce n'est pas l'exotisme, ce n'est pas l'orientalisme, c'est vraiment une redécouverte de l'Europe avant sa modernité, une Europe aux villes médiévales et par certains égards une Europe antique avec des mœurs et des coutumes dignes des temps homériques. Cette impression est d'autant plus vive qu'elle est partagée par plusieurs observateurs, ressentie à des périodes distinctes et dans des cadres de voyage tout à fait différents. C'est un État tard venu, mais un peuple très ancien et une nation qui possède une conscience de soi aiguë, portée par une mémoire historique transmise oralement de génération en génération. Comment peut-on caractériser l'Albanie des premières années de l'indépendance ? L'État essaie de mobiliser les maigres ressources disponibles pour se doter des outils de la souveraineté. Il faut d'abord désigner une capitale. Tirana, au centre-nord, n'est proclamée telle qu'en 1920. Les vieilles cités albanaises sont en effet excentrées dans le territoire du jeune État. Rapidement s'est imposée la nécessité de centraliser l'administration, et c'est ainsi qu'on a érigé une bourgade, Tirana, qui avait 10 000 habitants en 1920, en capitale. Elle en compte aujourd'hui 1 million. Il a aussi fallu consolider les frontières, puisque les prétentions des voisins ne se sont pas éteintes avec la proclamation de l'indépendance. La protection de la souveraineté territoriale est une des priorités de l'État. Dans ce champ de contraintes qu'est la politique, qu'accentue la très grande fragilité institutionnelle, seule une tutelle extérieure peut garantir la souveraineté étrangère. L'option choisie est l'Italie. Le porteur de ce projet de soutien italien est Ahmet Zogu, Premier ministre albanais de 1924 à 1928, qui deviendra par la suite souverain de l'Albanie sous le nom de Zog Ier. Quelles sont les ressources sur lesquelles peut s'appuyer ce jeune État en construction ? Ce sont essentiellement des ressources agricoles mais aussi les bitumes de Selenica, sud de l'Albanie, qui ont d'ailleurs recouvert à l'époque des boulevards parisiens, ainsi que des petits champs pétroliers à Kousova.
L'artisanat et quelques manufactures complètent ce modeste tableau économique. L'État est encore trop faible pour mobiliser les investissements nécessaires aux infrastructures modernes. Il y a peu de routes, aucune voie ferrée. Singularité relevée par les voyageurs en Albanie. Donc c'est une indépendance très limitée. Le retard économique est tel que l'Albanie doit passer par une aide extérieure très vite envahissante au point d'apparaître comme une conquête économique du pays. C'est à Rome que naît en 1925 la Banca Nazionale d'Albania. Conquête qui sera complète lorsque Mussolini décidera l'annexion pure et simple de l'Albanie. Cette annexion est-elle d'après vous simplement motivée par une volonté d'agrandissement territorial ? Non, ce n'était pas tant une volonté d'agrandissement territorial que la traduction d'une certaine jalousie par rapport à la politique impériale d'Hitler. Se revendiquant des Césars de la Rome antique, Mussolini associe la gloire à la conquête. Proie facile, l'Albanie est dès lors une victime désignée. Son annexion permet de rivaliser avec le Führer dans le prestige guerrier. L'objectif de Mussolini était également de soulager la pression démographique dans le sud de l'Italie, en envoyant des paysans sans terre sur l'autre rive de l'Adriatique comme colons chargés de mettre en valeur l'Albanie. La réponse spontanée à l'invasion du 7 avril 1939 fut une résistance populaire arborant toutes les couleurs politiques avant la confiscation de ce mouvement par le Parti communiste albanais, à la fois le plus cohérent et le plus impitoyable en termes de discipline, mais qui avait également un projet totalitaire de transformation de la société. Ce contrôle italien sur l'Albanie tient jusqu'en 1943, que se passe-t-il ensuite ? Lorsqu'en juillet 1943 le Grand Conseil fasciste vote la défiance à Mussolini, le maréchal Badoglio qui lui succède conclut l'armistice avec les Alliés. Rome met ainsi fin aux hostilités en Albanie. Fait étonnant, l'ennemi italien d'hier devient l'hôte une fois désarmé. Les malheureux soldats italiens, livrés à eux-mêmes, sont protégés contre les représailles allemandes. Le Troisième Reich aux abois est obligé de reprendre le fardeau albanais qu'il n'avait jamais demandé, suite à la volte-face italienne perçue comme une trahison. Les règles codifiées de l'hospitalité ont sauvé beaucoup de soldats italiens de la fureur vengeresse allemande. Suit la période d'isolement communiste, durant laquelle Enver Hoxha décide de fermer son pays même aux autres pays communistes. Sous la dictature communiste, même les rêves étaient potentiellement subversifs. Il faut souligner que la période totalitaire couvre presque la moitié des 100 ans d'indépendance albanaise. La dictature communiste contrôle les moindres faits et gestes de la population, à l'aide d'appareils répressifs omniprésents. L'évasion est un crime contre l'État, les fugitifs sont abattus, leurs familles reléguées dans des camps de travail. Le régime nourrit une peur obsidionale de l'extérieur puisqu'il rompt successivement avec la Yougoslavie en 1948, la Russie en 1961 et la Chine en 1977. Cette méfiance paranoïaque est théorisée selon le principe de compter sur ses propres forces pour un développement autocentré. Concrètement, cela revient surtout à organiser le suicide économique du pays, puisque l'Albanie seule ne peut pas mobiliser les ressources financières nécessaires à sa croissance. La seule issue réside dès lors dans la surexploitation de la population des campagnes, suivant le slogan stalinien qui fait de l'homme le capital le plus précieux, afin de dégager des surplus agricoles destinés à l'exportation en devises. L'élan industriel s'arrête avec l'aide chinoise aux dernières entreprises de relative importance, dont la métallurgie à Elbasan. L'influence de cette période totalitaire est énorme, ne serait-ce que dans le non-dit, l'inconscient politique et culturel, puisque le bilan n'a jamais été réellement dressé. Il y a une schizophrénie albanaise par rapport à cette époque, puisque la légitimité du régime communiste était de se proclamer le plus pur des régimes marxistes-léninistes, mais surtout de se dire l'acmé du nationalisme albanais. Ce discours était martelé jour et nuit à l'école, dans les campagnes, dans la culture populaire, à la télévision, dans les messages politiques. Les rêves même étaient potentiellement subversifs. Quels arguments sont avancés pour expliquer qu'un tel contrôle politique a pu s'installer en Albanie durant tant d'années ? Il n'y a pas une seule explication, mais j'en proposerai quelques-unes. D'abord la taille du pays. Il est plus facile de contrôler un petit territoire et l'Albanie au sortir de la Seconde Guerre ne compte qu'1 million d'habitants,
surveillé par une sigurimie omniprésente. Un dicton albanais disait que l'eau dort mais jamais l'État. Ensuite, le Parti du travail a instrumentalisé à son profit la structure psychologique, loyauté et l'organisation clanique de la société, patriarcat, fidélité, laquelle se reflète d'ailleurs dans la composition des instances dirigeantes et du bureau politique. Ils ont favorisé un maillage très fort de la population. S'évader devenait une faute collective. Lorsqu'un individu était considéré coupable, l'ensemble de la famille était puni. La contrainte à l'intérieur du lignage anticipait, par autodiscipline, les coercitions politiques imprévisibles du parti. Et puis il y a eu sans doute aussi une compensation en termes de fierté nationale, de pouvoir proclamer que l'Albanie était enfin libre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.